présentation va faire super bien suite aux commentaires généraux, mais aussi aux derniers commentaires. Je travaille en recherche dans les laboratoires ici où je suis à Fleurimont en neurosciences. Puis la présentation que je vais vous faire, c'est un peu justement... en fait, je vais vous pitcher plein d'informations d'un point de vue pharmacologique sur principalement les opioïdes et les cannabinoïdes, parce que c'est deux grandes classes là, qui font beaucoup les manchettes, justement, d'où mon titre, là, fentanyl et cannabis font les manchettes. Fentanyl à cause de la crise, évidemment, les gens qui décèdent d'overdose, et le cannabis dû à la légalisation. Puis c'est ça, je vais vous pitcher plein d'informations par rapport à la pharmacologie de ces drogues-là pour vous informer sur les différents opioïdes et cannabinoïdes. Puis j'aimerais ça que ça soit interactif aussi, là, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, puis c'est ça, on jase, c'est le fun. Fait que, donc c'est ça, je m'appelle Jérôme Côté, je suis pharmacologue, j'ai une formation maîtrise doc en pharmacologie, puis je travaille maintenant dans un labo de recherche sur la douleur chronique. Donc j'ai une application précise là, de différents médicaments. Puis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des alternatives aux opioïdes, parce qu'on sait que ça fonctionne plus ou moins bien en contexte de douleur chronique, et il y a un paquet d'effets secondaires, je vais utiliser un mot qu'on ne voulait pas trop utiliser dans la présentation. Il y a un paquet d'effets qu'on ne veut pas, en fait. On veut traiter une douleur, mais on a un paquet d'effets qu'on ne veut pas, qu'on appelle effets secondaires. Donc, on cherche des alternatives à ça. Le cannabis pourrait en être une. Je vais vous en parler un peu. Il y en a d'autres aussi, mais bref, c'est ça. Donc, juste pour mettre carte sur table en commençant, je ne consomme pas de cannabis ni d'opioïdes. Si j'étais dans une situation médicale qui me le prescrivait, par exemple une douleur chronique, probablement que j'en prendrais. Si j'avais une blessure grave, probablement aussi. Je suis pour la légalisation du cannabis, puis je travaille donc activement dans un labo pour trouver des alternatives aux opioïdes. Maintenant, vous avez un peu mon point de vue sur la chose. Puis donc, c'est ça. Je commence par un petit jeu, puis en passant, je représente aussi le Centre des neurosciences de Sherbrooke. J'ai amené des petites bouteilles thermos commanditées, plus ou moins, par le Centre des neurosciences. Puis à travers ma présentation, j'ai des questions, puis j'en ai 4 à donner à ceux qui répondront bien aux questions. Donc, ça va vous forcer un peu à répondre aux questions en même temps. Je commence par une première question qui est un trouver l'intrus, qui est un peu triste, mais quand même, ça va au moins avoir le mérite d'attirer votre attention. Donc, trouver l'intrus entre Prince, Dolores, la chanteuse des Cranberries, Tom Petty et l'excellent AJ des Backstreet Boys. À main levée. Pour une bouteille. Bon, il y a plusieurs différences. Mais disons dans le contexte de la présentation, Je chante pas des Backstreet Boys. Pourquoi? Parce qu'ils prononcent une overdose. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu triste comme question. All right. Donc, ouais, c'est ça. La crise du fentanyl, c'est un peu le lien que je voulais faire. Dans le fond, il y a beaucoup de monde qui décède d'overdose d'opioïdes. C'est le cas de nos 3 personnes ici et non AJ des Backstreet Boys. Donc, petite introduction. J'ai un paquet de statistiques sur lesquelles je vais passer relativement rapidement là, par rapport aux opioïdes, puis justement les décès reliés à ça. Là. Donc, tu vois, entre 1999 et 2010, plus de 100 000 décès reliés à l'usage des opiacés aux États-Unis. En 2005, je vois rien sur cet écran-là, faut que je lise là-dessus. En 2005, donc le nombre excède le nombre de décès par arme à feu. On sait qu'aux États-Unis, en plus, c'est quand même considérable. Par accident de voiture aussi, chez les 35-54 ans. Au Canada, 7% des personnes décédées secondairement à la prise d'opiacés les avaient obtenues d'un membre de leur famille ou d'un ami. Donc, suite à une prescription éventuellement, évidemment. Vous voyez là, exponentiellement, plus ou moins, le nombre de décès reliés aux overdoses d'opiacés, donc c'est considérable. On dit, les statistiques sont peut-être pas tout à fait à jour, là, mais dans l'ensemble des overdoses liées aux opiacés, on a à peu près 40% qui sont accidentelles, 35% à peu près intentionnelles, puis un 10-12% qui ont dit iatrogéniques, ça veut dire prise aux doses prescrites. Donc, les gens prennent leur médication telle que prescrite, pourtant ils en décèdent quand même. Je vais vous expliquer un peu comment c'est possible ça dans le courant de la présentation. OK? Puis un paquet d'autres statistiques, là, je pense que je vais juste passer sur les premières lignes, en fait, là, c'est plus ou moins important. Je voulais surtout mettre l'emphase sur le fait que le risque de surdosage, puis j'ai mis une petite étoile, là, est lié à la dose et à la molécule. Nicolas, dans sa présentation, nous a parlé un peu de ça. Il y avait le S dans l'équation, c'est un peu ça, la substance. Il y a plusieurs substances différentes. Quand on parle d'opiacés ou d'opioïdes en général, c'est pas une molécule, c'est plusieurs molécules,
une grande famille de molécules, en fait. Donc, oui, la dose, la molécule aussi, c'est dépendant de tout ça. Puis donc, juste en exemple, en comparaison à une dose de morphine inférieure à 20 mg par jour, le risque est de 2 à presque 5 fois plus élevé pour les doses de 50 à 100 mg, puis 2 à presque 10 fois plus élevé pour les doses qui excèdent 100 mg par jour. Ça, c'est pour la dose. Pour la molécule, un exemple, c'est le fentanyl, qui fait beaucoup les manchettes ces temps-ci. Le fentanyl, si on le compare à la morphine, l'opiacé probablement le plus connu, bien, il est 100 fois plus actif. Donc, pour une même dose, on a 100 fois plus de chances, si on veut, là, je fais un raccourci un peu, d'en décéder. Mais en gros, en fait, cette molécule-là va avoir des effets 100 fois plus puissants pour une même dose que la morphine. J'ai une autre question pour vous autres. Donc, je dis tous les opioïdes ne sont pas égaux. Je vous ai mis une série de molécules en bas. J'ai encore trouvé l'intrus. Il y a encore plusieurs réponses possibles. Pour quelle raison, le naloxone? C'est l'antidote, effectivement. Oui, tout à fait. C'est une bonne réponse, en fait. Ça fait partie des intrus, donc je t'accorde un présent, un cadeau. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui veut tenter une réponse différente? Peut-être toi? La bêta-endorphine? Pour quelle raison? Voilà. Le corps la sécrète naturellement, donc c'est un opioïde endogène qu'on dit. C'est une molécule que vous sécrétez vous-même dans différents contextes. J'oublie le nom, le kick d'endorphine quand les sprinters, il y a un nom pour ça. J'ai un blanc de mémoire. Vous faites du jogging sur une longue distance. À un moment donné, vous allez avoir comme un genre de petit high après plusieurs kilomètres à l'effort. C'est une libération d'endorphine. C'est des opioïdes endogènes. Je te donne une bouteille, j'ai quand même bien répondu à la question. Je vais en garder une pour la prochaine question. En fait, tout ça, là, c'est des opiacés ou des opioïdes dans un sens. Vous voyez, les structures moléculaires sont relativement différentes. Pourtant, ça fait toute partie de la même grande famille des opiacés. Ils ont pas mal toutes les mêmes effets au final. Bon, la puissance de ces molécules-là va être très différente. Le naloxone, on l'a dit suite à l'intervention de mademoiselle ici, c'est un antagoniste, c'est un antidote, c'est-à-dire que ça vient plutôt bloquer l'effet des autres molécules. Le lopéramide, c'est l'imodium. Vous connaissez ça, l'imodium? Ça sert à quoi? Vous vous souvenez de la pub dans le spa, là? Les gars qui... T'as-tu pris ton imodium? C'est un opiacé aussi. C'est un opioïde. Par contre, cette molécule-là ne se rend pas au cerveau. Donc, on se retrouve à avoir juste les effets de la molécule, les effets périphériques de la molécule. Donc, les effets constipants, en fait, donc antidiurétiques, si on veut. C'est un opioïde quand même. On le retrouve sur les tablettes, en fait, cette molécule-là. Simplement parce que, justement, elle ne se rend pas au niveau du système nerveux central, donc on n'a pas les effets euphorisants, etc., etc. Donc, voilà. Je voulais en fait mettre en évidence, justement, la complexité de la famille des opiacés ou des opioïdes. Donc, vous voyez, on a des molécules endogènes. On a dit la bêta-endorphine faisait partie de ça, encéphaline, dynorphine, nociceptine, il y en a plusieurs autres, là. Des molécules que notre corps sécrète qui sont, en fait, de cette famille des opioïdes-là. Molécules naturelles qui proviennent de la plante, par exemple, la morphine, la codéine, la thébaïne. Vous avez la belle petite plante de pavot somnifère ici en bas. On peut extraire ces molécules-là de la plante, un peu comme le THC pour le cannabis. Puis on a des dérivés synthétiques comme le fentanyl, qui est très connu, l'oxycodone, méthadone, qui sont tous des molécules qui sont prescrites pour traiter différents troubles, là, comme entre autres la douleur chronique, mais d'autres types de pathologies. Bon, j'ai mis quelques petites définitions en bas, là, c'est pas super important. Puis ici, on a une autre façon de classer toute cette famille de molécules-là. Donc, vous avez des définitions, peut-être des mots peut-être que vous ne connaissez pas toutes, là, dépendamment de votre formation, là, mais agoniste, antagoniste. On parlait de naloxone tantôt qui était l'antidote, c'est un antagoniste, donc ça bloque l'effet. Les agonistes, ce sont des activateurs, donc des molécules qui viennent activer le système endogène opioïdergique. Puis, on a aussi une autre façon de classifier les molécules en activité faible ou activité forte. Donc, fentanyl, morphine font partie de la catégorie activité forte. Pourtant, à l'intérieur de cette même classe-là, on a quand même des degrés d'activité. Je vous disais tantôt que le fentanyl est 100 fois plus actif que la morphine. Grosse différence. La codéine, par exemple, ça aussi, ça se retrouve, je pense pas sur les tablettes, mais c'est relativement facile à avoir. C'est un médicament, par exemple, qu'on peut prendre pour le mal de tête. C'est une molécule qui, en soi, est inactive, mais notre corps la métabolise, donc la transforme en morphine. Donc, il y a une partie de la molécule, à peu près 10% selon les individus, qui vont... En fait, ouais, c'est ça, environ 10% de la dose totale de codéine administrée qui va être transformée en morphine. Donc, c'est un opioïde léger, si on veut. Encore une façon, là, je passe rapidement là-dessus. Là, vous voyez toute la série d'opioïdes qu'on a ici. Et on a 3 types de récepteurs. Donc, dans notre corps, je vous disais tantôt que notre corps sécrète des opioïdes.
Donc, on a tout un système endogène opioïdergique. On a donc des récepteurs, nos cellules, nos neurones, nos cellules cardiaques, nos cellules musculaires, peu importe quel type de cellules, expriment des récepteurs qui sont des protéines de surface qui sont capables de reconnaître ces molécules-là. Donc, la bêta-endorphine, la morphine, le fentanyl, etc. Puis, on en a 3. On appelle gentiment mu, delta et kappa. Et chacune de ces molécules-là a des activités différentes, plus ou moins importantes sur ces différents types de récepteurs-là. Puis là où je veux en venir, en fait, c'est un peu pour vous expliquer la complexité du système. Là. Je vais revenir avec les multiples effets par la suite. Puis je fais juste peut-être une petite parenthèse sur les récepteurs, juste pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité concernant cette notion-là. On a une schématisation en fait d'une cellule, ça pourrait être un neurone, mais n'importe quel autre type de cellule aussi, avec la membrane de cette cellule-là, puis plein de protéines qui sont comme en sachet dans la membrane. Puis ces protéines-là ont des fonctions de communication entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Les récepteurs, ça fait partie de ces protéines-là. Donc en fait, quand vous prenez de la codéine ou de la morphine ou peu importe, cette molécule-là circule dans votre sang, puis va éventuellement lier leurs récepteurs spécifiques sur vos cellules, vos neurones et autres types de cellules, les activer puis engendrer un effet intracellulaire. Dans le cas des neurones, bien, ça active des mécanismes qui sont inhibiteurs, qui peuvent par exemple inhiber la nociception ou la transmission d'un influx nerveux nociceptif, donc dans le contexte de douleur. C'est un exemple. Donc, bon, rapidement, récepteurs sur la cellule, on a différents types de récepteurs et on a le terme ligand qui est, par exemple, la morphine serait un ligand du récepteur mu, une molécule qui se lie au récepteur pour l'activer. Le naloxone serait aussi un ligand dans ce contexte-là, mais celui-là, il va juste, la molécule va s'asseoir sur le récepteur et rien faire. Ça bloque l'effet. Le naloxone étant l'antidote toujours de cette classe de médicaments. Je vous ai mis un schéma super compliqué, hein, parce que je trouve ça le fun de mêler tout le monde dans un sens. Plus ou moins, en fait, c'est juste pour vous montrer encore une fois comment c'est complexe l'activité de la molécule sur son récepteur dans la cellule. Ici, on a un neurone simplement. Je ne parle pas des autres types cellulaires. On a un paquet de mécanismes intracellulaires, de molécules dans lesquels c'est pas important de rentrer dans les détails, mais c'est simplement un petit schéma de l'activité sur les neurones. Donc, c'est relativement complexe. Puis là, on ajoute à ça toute la différence, le nombre de molécules que je vous ai nommées tantôt, morphine, naloxone, etc., qui ont toutes des effets relativement différents, des puissances différentes, donc ça devient mélangeant. Ces récepteurs-là, donc je vous ai dit mu, delta, kappa, sont exprimés sur différents types cellulaires et vont donc avoir des fonctions différentes en fonction du type cellulaire, que ce soit un neurone ou une cellule du système respiratoire, par exemple. Donc on a des actions un peu partout, sur le système nerveux central, respiratoire, cardiovasculaire, etc. Tantôt, je parlais de l'imodium avec la constipation. Ben, c'est de l'action de la molécule sur les récepteurs qui sont exprimés sur les cellules du tube digestif. C'était une longue phrase. Donc, c'est ça. C'est clair pour tout le monde jusqu'à date? Là? Ça va? Je suis pas en train de tout vous perdre? All right. Donc, parenthèse fermée pour le récepteur, ligand, etc. Je vais vous parler un peu de tolérance puis de dépendance, qui sont peut-être les sujets qui nous concernent le plus dans le contexte de l'événement de ce soir et même de ce qui est véhiculé dans les médias par rapport à la crise du fentanyl. Je vais essayer de vous expliquer brièvement c'est quoi le concept de tolérance et de dépendance d'un point de vue pharmacologique, que vous puissiez comprendre comment on en arrive à une situation comme une overdose, par exemple, c'est ça, par rapport à cette classe de médicaments-là. Donc, bon, simple définition là, de la tolérance, c'est un état d'adaptation ou une exposition à un médicament qui entraîne une diminution d'un ou plusieurs de ses effets avec le temps. Donc, une personne va commencer à prendre un opioïde pour soit de manière récréative ou pour traiter une pathologie. Au début, une dose X va faire un effet X, Y plutôt. Puis ça va être parfait, comme ça. Plus il va en prendre de cette molécule-là, en fait, à chaque jour, la même dose, l'effet observé va diminuer avec le temps. Par exemple, si on prend le contexte de la douleur, parce que c'est le contexte avec lequel je suis familier, on prend, disons, 20 mg de morphine, je donne un chiffre X, là, pour traiter notre douleur. Au début, ça fonctionne super bien. Avec le temps, tiens, le 20 mg, il ne fonctionne plus, j'ai encore mal. Il faudrait que j'en prenne un peu plus. C'est ça la tolérance, en fait. Notre système s'habitue à une dose X. Il y a des changements morphologiques qui se font au niveau cellulaire, ce qui fait qu'on a besoin d'un peu plus de cette même drogue-là pour arriver au même effet. C'est un peu ce qui est schématisé, en fait, ici avec l'effet analgésique puis la dose. Donc, en augmentant la dose, au début, on n'a pas d'effet. On augmente la dose, un peu d'effet, moyennement d'effet, beaucoup d'effet. Puis avec le temps, pour une même dose, sur une longue période de temps, la courbe shift vers la droite comme ça. Donc, on se retrouve à avoir besoin de plus de quantité de cette même drogue-là pour avoir le même effet. OK?
Bon, donc il y a plusieurs mécanismes intracellulaires. Là, sans rentrer dans les détails, le mécanisme le plus connu, disons, c'est la diminution du nombre de récepteurs à la surface des cellules. Donc, je vous expliquais tantôt la fonction du récepteur, transmettre un message dans la cellule puis faire un effet. Bien, si avec le temps, nos cellules s'adaptent puis on exprime moins de ces récepteurs-là à la surface des cellules, bien, pour arriver au même effet, on va avoir besoin de plus de molécules. Rapidement comme ça, c'est un peu l'idée. On appelle ça de la désensibilisation aussi, là. Donc, une explication pourquoi on arriverait à une overdose éventuellement dans un contexte plutôt normal d'utilisation pour traiter une pathologie, par exemple, c'est que la tolérance à un effet n'est pas nécessairement la même ou n'arrive pas à la même vitesse que la tolérance pour un autre type d'effet. Donc, c'est ce que j'ai mis en bas ici, en fait. La tolérance à l'effet analgésique des opiacés survient souvent avant la tolérance à la dépression respiratoire. Les overdoses aux opioïdes, c'est la dépression respiratoire le problème. Les gens arrêtent de respirer, point. Donc, ils meurent. Donc, c'est ça. Donc, les gens augmentent graduellement la dose de leur médication pour obtenir le même effet, que ce soit, encore une fois, récréatif ou pour une pathologie, pour régler un problème pathologique. On augmente la dose pour retrouver le même effet, puis éventuellement, la tolérance pour la dépression respiratoire, c'est pas établi à la même vitesse, donc on finit par s'enlever la vie sans le vouloir avec ce genre de gradation de dose là, comme ça. Ce qui est de la dépendance maintenant. C'est clair pour la tolérance, ça va? All right. Donc, d'un point de vue clinique, le sevrage aux opioïdes est le facteur principal menant à la dépendance et au comportement addictif. C'est pas le seul, c'est peut-être le principal. Donc, bon, définition de la dépendance, manifestation aiguë de signes de retrait à la suite de l'arrêt du traitement ou d'une diminution rapide de la posologie. Puis je vous ai mis ici quelques effets observés suite à un arrêt de consommation d'opioïdes, par exemple. Comment ça fonctionne maintenant physiologiquement parlant? Je vous mets ici une hypothèse ou du moins un mécanisme connu, il y en a probablement d'autres. En fait, on a notre cerveau ici avec plusieurs régions qui ont des fonctions différentes. Puis on a des neurones dans le locus ceruleus ici qui vont en fait produire une molécule que tout le monde connaît, l'adrénaline ou la noradrénaline. Puis ces neurones-là projettent un peu partout dans le cerveau, dans différentes régions du cerveau, thalamus, néocortex, un paquet d'autres régions qui ont des fonctions particulières. Donc ces neurones-là, dans le LC ici, produisent la noradrénaline. Ça active toutes sortes de régions qui vont mener à des effets. Par exemple, stimuler l'éveil. Pour la respiration, augmenter le rythme respiratoire, la pression artérielle, la vigilance générale, en fait, c'est des fonctions de ces neurones-là. Fonctions physiologiques, pas pathologiques, normales, physiologiques. Lorsqu'on prend des opioïdes, peu importe lesquels, les molécules opioïdes se lient aux récepteurs mu, je vais parler de récepteurs tantôt, au niveau des neurones du LC ici. Puis la résultante, c'est qu'ils inhibent la relâche de noradrénaline par ces neurones-là. Donc, ça mène aux effets inverses. Donc, on connaît la somnolence, le ralentissement de la fréquence de la respiration, pression artérielle qui diminue. Ce sont des symptômes, en fait, familiers d'intoxication aux opioïdes ou les effets juste généraux des opioïdes parce que, entre autres, ça inhibe la libération de l'adrénaline qui est stimulante. Bon, maintenant, suite à des expositions répétées aux opioïdes, parce qu'on parle de dépendance ici, là, les neurones, en fait, vont s'ajuster physiologiquement. Ils sont plus capables de libérer leur quantité normale d'adrénaline, fait qu'ils vont se mettre à en sécréter plus, tout simplement, pour compenser. Donc, c'est un phénomène d'ajustement, un phénomène de compensation normal que les neurones les processus vont être engendrés par ces neurones-là pour compenser l'effet des opioïdes. Donc, ils produisent moins de noradrénaline. Quand on va arrêter de prendre des opioïdes, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les neurones du LC, eux autres, produisent encore la noradrénaline boostée en quantité plus importante. Donc, en fait, ils vont relâcher des quantités excessives de noradrénaline, ce qui va mener, plus grande que la normale, en fait, ce qui va mener aux effets comme les tremblements, l'anxiété, les pupilles dilatées, la tachycardie, la sudation, la diarrhée, les crampes musculaires, tous les effets des symptômes de sevrage, en fait, qu'on observe chez quelqu'un qui arrête de prendre les opioïdes. Tabarouette. On n'a pas peur de même, toi? Ça va pour ça? All right. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Vous m'entendez bien comme ça? C'est bon? OK. OK, je passe au cannabis maintenant. Je vais essayer de faire des parallèles entre les deux classes de molécules. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances, en fait. Bon, ça, tout le monde le sait pas mal, là. Cannabis sativa, indica, peu importe. Il y a plusieurs variétés. Et il y a plusieurs phytocannabinoïdes, plusieurs molécules qu'on retrouve dans la plante. La plus connue, évidemment, c'est le THC,
Tantôt, Nicolas a parlé de cannabidiol aussi, CBD. Il y en a plein d'autres. J'en ai mis 4 là, mais il y en a une bonne 80-100, puis on en découvre encore en travaillant sur cette drogue-là ou cette plante-là. Donc, c'est la drogue récréative la plus répandue utilisée, blablabla, je passe par-dessus ça. Encore une fois, une façon de classer les cannabinoïdes. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais on a aussi un système endogène de cannabinoïdes dans notre corps, pareil comme pour les opioïdes. Donc, on sécrète nous-mêmes des cannabinoïdes. On n'appelle pas ça THC, on appelle ça anandamide 2-AG. C'en est 2, il y en a d'autres. On a des récepteurs cellulaires qui répondent à ces molécules-là. Donc, il y a une fonction physiologique de ce système-là. Ça sert à quelque chose dans notre corps. Sinon, on ne produirait pas les molécules pour rien. Ça sert à quelque chose. Donc, c'est notre système endogène cannabinoïdergique. On a évidemment les molécules naturelles qu'on appelle phytocannabinoïdes. Je vous en ai parlé. Et on a des synthétiques. Bon, très, très courte liste. Il y en a plusieurs autres. Et il y en aura d'autres probablement en développement aussi avec la légalisation qui s'en vient. Puis, je vous ai mis... C'est moi, ça, encore? OK. Donc, je vous en ai mis quelques-uns ici. Puis, ce qu'on voit, en fait, c'est l'abréviation, le nom de la molécule. Ça, ce sont les phytocannabinoïdes retrouvés dans la plante. Et leur target, leur récepteur. Donc, il y en a plusieurs récepteurs. Puis, il y a beaucoup de points d'interrogation aussi. C'est ça que je veux attirer votre attention sur les points d'interrogation, en fait. C'est qu'on ne connaît pas tant que ça, en fait, le rôle de ces molécules-là. Le THC, c'est pas pire. On a quand même pas mal d'études là-dessus. On sait que ça lie CB1, CB2, deux récepteurs qui sont présents au niveau du système nerveux central. On connaît pas mal les effets. Mais il y a plein d'autres types de récepteurs qui ont potentiellement d'autres effets qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on parlait de recherche un peu tantôt. Là, ça va aider à répondre à plusieurs questions, en fait. Donc, tous ces récepteurs-là, tous ces types de molécules-là, évidemment, ça mène à plusieurs types d'effets différents. Évidemment, je ne ferai pas la lecture de tout ça, là. On a un paquet d'effets potentiels des cannabinoïdes, de par le fait qu'on a plusieurs types de récepteurs exprimés sur plusieurs types de cellules dans plusieurs systèmes. OK? Donc, c'est très complexe. Si on s'attarde un peu au cannabis naturel, je vais avoir une autre question pour la dernière bouteille, ça s'en vient. Accès à des fins médicales, ça je pense que vous le savez, là, nausées, douleurs, cancer, sida, c'est utilisé pour différentes pathologies. Tantôt, Nicolas a parlé un peu des quantités de THC dans les produits en fait, qu'on peut consommer, qui est très, très, très variable. Il y en a qui niaisent un peu avec ça, là, mais le pot de nos grands-mères versus le pot d'aujourd'hui, clairement pas la même chose. Clairement pas la même chose, c'est vrai. Donc, les quantités de THC varient beaucoup, sont de plus en plus élevées. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on peut faire justement des croisements, des nouvelles plantes qui vont produire des quantités différentes de ces molécules-là. THC un peu moins, CBD un peu plus, puis toutes les autres que je vous ai nommées. On peut jouer avec ça un peu. Donc, je vais y revenir en concept de recherche un peu. Là. Puis, point important aussi, la dose assimilée est variable d'un individu à l'autre. Donc, c'est pas tout le monde qui va fumer le joint de la même façon, qui va aspirer la puff pendant le même temps, plus longtemps, moins longtemps. Ça va faire varier grandement la dose qu'on va retrouver dans le sang, donc l'effet. Ça, c'est juste un petit schéma là, qui représente 6 individus. Ça, 6? Ouais, 6 individus qui fument une cigarette de cannabis à 3,55 % de THC dedans. Regardez les concentrations sériques dans le temps, comment elles sont différentes d'un individu à l'autre. Donc, une grande variabilité de dose pour un même produit qu'on administre de la même façon, en fonction des individus. Par rapport à ça, disons qu'on parle des cannabinoïdes synthétiques. Quels seraient les avantages, par exemple, des cannabinoïdes synthétiques? Disons dans un contexte plutôt médical, moins que récréatif dans ce cas-là. Toi, tu as déjà eu une bouteille. Ouais, mais Je vais te laisser parler. Je vais y aller avec les autres pour commencer, OK? Pour quelle raison, mettons? c'est pas du THC qui est dedans, c'est du cannabis. Si c'est pas du THC qu'il y a dedans, effectivement. Donc, on pourrait sélectionner quelle molécule on administre. C'est une bonne réponse. Je te donne la bouteille. Désolé les autres. Veux-tu répondre à la question quand même? Au fond, il y a d'autres raisons, en fait. C'est pas mal ça. C'était pas mal ça? OK. As-tu d'autres réponses? Même si j'ai plus rien à donner. Je dois aussi, mettons, optimiser l'activité d'une certaine voie versus une autre en créant des composés synthétiques qui vont activer un récepteur dans un autre. Je reconnais ta recherche là, dans ta réponse. Ouais, c'est bon ça. Sélectivité, si on veut, là, pour faire simple, en fait, il y a plusieurs types de récepteurs, je vous ai dit. Là. Si on prend une molécule qui active tous ces récepteurs-là, on va avoir un paquet d'effets. Si on est capable de synthétiser une molécule qui lie un récepteur spécifique, par exemple sur un type de cellule spécifique, bien là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus spécifique, justement, un effet particulier qu'on veut rechercher. Donc, ça pourrait être un effet bénéfique. La fumée, c'est-tu nocif, par exemple? Je pense que oui. Hein? Donc, ça pourrait être un effet bénéfique aussi. On n'a pas les effets nocifs de la fumée.
Puis un autre... Ouais, vas-y. Il existe déjà des composés non synthétiques en autre chose que... Oui, c'est vrai. Je faisais le lien avec le, avec le THC. Là. Mais il y a des gélules d'huile qu'on peut administrer, mais oui, tout à fait. Le choix de la route d'administration, en fait, ça fait suite un peu à ton commentaire. On peut varier les routes d'administration de cette façon-là aussi. On peut le faire avec la plante, évidemment, là, mais peut-être qu'on a plus de possibilités avec le synthétique. Ouais, j'achève, hein? Je suis pas mal fini, en fait. Tu sais, en fonction des effets bénéfiques puis des effets plus des risques, là, rapidement, moi, j'ai juste voulu highlighter le fait qu'on a besoin de plus de recherche, puis on l'a déjà dit précédemment, là, puis ça va être dit encore dans les prochains mois, mais la légalisation va probablement aider à ça, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus démocratique, on va être capable de faire de la recherche sur le sujet. On a beaucoup de retard sur d'autres pays aussi, je pense à Israël qui fait de la recherche là-dessus depuis longtemps. Deux citations qui sont très, très récentes, OK, 2017-2018, dans le contexte du traitement de la douleur chronique, dans des papiers qui sont crédibles. There is a substantial evidence that cannabis is an effective treatment for chronic pain in adults. Donc, ça fonctionne très bien pour traiter la douleur chronique. And there is a lack of good evidence that any cannabis-derived product works for any chronic neuropathic pain. Donc, complètement l'inverse, dans deux publications crédibles. Donc, puis si on fait le parcours de la littérature sur différentes pathologies, c'est ça qui ressort, en fait. Il n'y a pas d'évidence, en fait. Il y a des études qui disent que c'est super bon, d'autres que non, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'on a besoin de plus de recherche là-dessus. On n'en a pas beaucoup, là. J'ai essayé de schématiser, c'est peut-être pas tout à fait à jour ça non plus, là, mais c'est pas beaucoup ces études-là là, sur les cannabinoïdes. Une vingtaine d'études au Canada, une dizaine ailleurs, tu sais, c'est pas grand-chose. On aurait besoin de dizaines et dizaines et de centaines d'études pour bien répondre à plusieurs questions. Ça, c'est pour les effets bénéfiques éventuellement de ces molécules-là. Pour ce qui est des risques, c'est un peu la même chose, en fait, dans un sens. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur le site du gouvernement du Canada. Là. On ne va pas le lire non plus, là, mais c'est des choses que vous connaissez déjà de toute façon. Là. Ça joue sur l'attention, la mémoire, l'apprentissage, etc., etc. Je vais peut-être juste 2-3 petites questions rapidement à la fin. Overdose, y a-t-il des risques d'overdose selon vous? Peu ou pas, mettons? Ben, il y en a, mais c'est très haut quantité de THC. En fait, si on considère la molécule comme telle, il n'y a aucun cas rapporté d'overdose actuellement. Puis, selon la littérature, la dose létale de THC serait entre 15 et 70 grammes. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a fumé ça, là, mais 15 et 70 grammes. Donc, tu sais, si on compare aux opioïdes, clairement, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire. On s'entend là-dessus, pour l'overdose du moins. Parce que j'avais vu même disons, en termes de fumée, tu mourrais de overdose de CO2 avant. Ah ben, ouais. Ça veut pas dire que tu peux pas en mourir, parce qu'effectivement, il y a des effets nocifs à long terme, mais overdose, point, là. Là, j'avais mis un index thérapeutique, je vais passer là-dessus vu que je manque de temps, là. Effets à court terme, vous les connaissez très bien. À part le high, évidemment, on a l'anxiété, paranoïa qui peuvent arriver, problèmes d'attention, coordination, mémoire. Prends pas ton char tout de suite après. Dépendance, c'est beaucoup moins important que pour les opioïdes, mais c'est possible quand même. On dit qu'à peu près 1 personne sur 10 va développer une dépendance chez la population en général. Chez les ados, même, en tout cas, mettons 16, 17, 18 ans, là, ça serait plus 1 sur 6, fait qu'encore plus important comme prévalence. Puis au niveau des effets à long terme, ben c'est un peu la même chose que pour les potentiels bénéfices, on n'en sait pas grand-chose. Évidemment qu'il y a de la littérature sur la schizophrénie, ça augmente les risques de développer des épisodes schizophréniques. Mais encore là, il y a des études qui disent que oui, d'autres que non, c'est pas super clair. Puis je pense que là, la recherche va aider beaucoup à répondre à ces questions-là. Je pense que pour le moment, c'est peut-être mieux de faire attention. Comme c'est une drogue quand même psychoactive qui va jouer sur nos neurones, surtout dans le développement du cerveau, comme le disait Nicolas tantôt, en bas âge. Ça vient jouer avec vos neurones quand même. Fait que c'est sûr que ça peut avoir un effet à long terme. Fait que peut-être faire attention, mais on n'en connaît pas beaucoup encore là-dessus. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Normalement, il y avait Patrice Leclerc qui était supposé nous présenter avec moi, parler un peu des développements avec l'entreprise qui se font. J'avais même préparé une petite photo de Patrice Leclerc avec un poteau parce qu'il m'a choqué, puis je voulais l'amener avec moi quand même pour vous le montrer. Mais une slide, là, juste pour vous montrer, c'est des articles très, très, très récents, puis vous êtes probablement au courant aussi, des entreprises qui s'établissent en Estrie récemment, qui vont s'établir en fait prochainement en Estrie pour justement des serres, pour produire du cannabis, qui
ils vont développer des nouvelles strains, je ne sais plus comment le dire, là, mais différents types de plantes qui vont exprimer des niveaux de cannabinoïdes différents, donc plus ou moins de THC, plus ou moins de CBD. Donc, on va être capable de faire de la recherche avec ces outils-là pour répondre à plusieurs questions. Puis en terminant, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une sœur à Whedon et à Potton. C'est pas un hasard, je pense. Oui, ça s'invente quand même pas. Donc voilà, c'est tout. Merci. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Ouais. C'est le risque, en fait, tout simplement. Là, donc, chez la population en général. Évidemment, le risque augmente plus la consommation est assidue en quantité, en temps, puis un paquet de facteurs, en fait. Là. Oui, excuse, oui. Ouais. Juste un petit commentaire rapide, puis parce que je trouve ça quand même important de le garder en tête dans vos analyses par rapport à tous ces enjeux-là. Mais j'ai failli faire la joke tantôt, tu parlais de overdose de cannabis, mais il y a l'enjeu qui n'est pas directement lié à la drogue, mais c'est juste, mettons, l'origine ethnique. Il y en a encore des personnes autochtones, des personnes de couleur qui sont tout menton pour possession simple, comme une sorte de niaiserie. De la légalisation va jouer. Je pense que c'est important qu'on ait en tête aussi dans la suite après ça. C'est gros, ça va être légal. Puis là, les compagnies gérées par les clients vont parler un peu avec ça, mais il y a juste un enjeu de racisme en arrière de tout ça, puis de la crise des opioïdes. On en parle là depuis récemment parce que ça commence à toucher du monde. Mais vous avez des communautés qui sont ravagées par ça au States, au Canada depuis longtemps. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Je pense qu'on va avoir ces enjeux-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là. Mais je voulais apporter surtout des informations pharmacologiques justement sur ces drogues-là pour informer les gens parce que je déplore un peu ça aussi quand on entend les médias parler de la crise du fentanyl ou du cannabis. Dans le fond, on n'apprend pas grand-chose quand on entend ces reportages-là. On sait qu'il y a des gens qui décèdent de ça, puis là, dans le prochain reportage, il va juste en avoir un peu plus, puis ils nous informent pas vraiment. Puis ce genre d'événement-là, donc bravo Bistro Brain notamment, là, ça permet justement de s'informer là-dessus. Puis là, bon, vous avez eu une petite parenthèse pharmacologique, tantôt Nicolas, puis après on a une parenthèse plus législative. Donc, diverses informations pertinentes, puis effectivement, tout est à considérer là-dedans. Ouais. Tu parlais tantôt de tolérance, puis par exemple, que le nombre de récepteurs sur les cellules pouvait diminuer à l'onde, ce qui faisait que l'effet diminuait aussi. Mais est-ce que le phénomène inverse existe? Tu veux dire? Ben, dans le sens où, par exemple, tu disais, si tu prends, mettons, 20 mg de morphine, à la longue, ça n'a pas d'effet. Mais est-ce que si tu arrêtes d'en prendre, après un certain temps, le nombre de récepteurs, par exemple, va être plus grand, fait que 20 mg va venir à faire un effet côté bon? Ouais, c'est-à-dire que si tu peux revenir en arrière finalement. Ouais, c'est ça. Oh, oui, tout à fait, absolument. Le système va se réajuster aussi, je pense, après un certain temps. Je ne peux pas dire combien de temps par contre, là. Mais là, tu vas arriver aussi avec une situation où si tu arrêtes complètement d'en prendre, tu vas tomber dans tous les symptômes de sevrage dont on a parlé. Donc, mais éventuellement, après quelques années, effectivement, ton système va se rétablir, puis tu pourrais recommencer à 20 mg. Mais c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais clairement, le système est malléable, puis ça va bouger avec le temps. Ouais. Je me demandais, est-ce que, parce qu'ici, on a identifié le rôle de l'automédication en lien avec la loi sur le cannabis, le fait que les gens vont peut-être être portés à utiliser le cannabis pour auto-médicamenter parce qu'ils ont lu ce qu'ils pourraient répondre à certains mots avec du cannabis récréatif. Je me demandais, qu'est-ce que, d'un point de vue pharmacologique, qu'est-ce que tu penses actuellement de ce qui est fait par le gouvernement pour éviter ça? Est-ce que c'est assez? C'est quoi qui manque? Ouais, ça se fait déjà beaucoup, en fait. Les gens savent que ça peut fonctionner dans différents types de pathologies. Donc, ils vont s'automédicamenter puis ils vont aller voir sur Google pour savoir un peu comment. Moi, je pense que le bénéfice d'une légalisation, puis tu en as parlé tantôt, c'est qu'on va avoir des substances plus contrôlées. Fait qu'on va savoir ce qu'on consomme. Versus là, actuellement, où ce que tu peux acheter à peu près n'importe quoi, puis tu sais pas ce que tu prends au final. Ça peut fonctionner, fine, mais c'est ça. Puis, donc, premier effet positif, de savoir qu'est-ce qu'on prend. Puis, le deuxième effet positif, je l'ai dit, c'est la recherche. On va être capable de savoir, bon, parmi toute la gang de phytocannabinoïdes qui existent, de molécules, c'est laquelle qui est bonne pour traiter une douleur chronique ou laquelle qui est bonne pour enlever les nausées si tu fais de la chimiothérapie ou peu importe la pathologie. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, là, mais tu sais, au niveau de l'automédication, c'est ça se fait déjà. Puis
Puis je pense que plus d'informations, encore une fois, va juste aider à faire un choix éclairé. Ouais. Je suis un peu en lien avec ça. Une question ouverte. Est-ce que vous savez si, lors de la vente du cannabis, il va y avoir une espèce de valeur nutritive dans le cannabis, qui veut dire quelle concentration des différents composés que tu as présentés vont être présents dans le strain spécifique de cannabis que j'achète? Est-ce qu'il va y avoir une paquet de sortes de cannabis? Tu pourrais dire si tu pourrais choisir, par exemple, entre un produit qui a tant de pourcents de THC, tant de pourcents de CBD versus un autre qui en a. Je n'ai pas la réponse à ça, mais j'ai l'impression que oui, ça va en venir à ça. Alors, on va aller à la SAQ pour s'acheter du. Je sais pas, en fait, j'ai aucune idée. Ça va peut-être être comme un pourcentage d'alcool, dans un sens. Là. Bon, mettons, on peut péter dans la tête de prendre du THC. Ouais. Aucune idée, je sais pas. C'est pas. Mais ça fait partie un peu des objectifs. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le produit, donc pourquoi pas l'afficher puis être informé de ça. Là. Mais je pourrais pas me prononcer trop là-dessus. Je sais pas c'est quoi les plans du gouvernement par rapport à ça. C'est intéressant. Je pense que j'avais déjà largement dépassé le temps, fait qu'on va. Merci pour vos questions.